Écoutez, je suis très heureuse de vous voir en grand nombre pour accueillir notre recteur à tous et à toutes, Robert Proulx, en ce 11 du 12 du 13. Nos collègues en mathématiques reconnaissent quand même les vertus des nombres. Donc, écoutez, je tiens, dans un premier temps, peut-être, à ce qu'on fasse un portrait de la salle pour qu'on sache justement qui sont les profs, le personnel de soutien chargé de cours et étudiants. Donc, peut-être qu'on peut commencer par notre relève Moi, je le étudiante. sais. Vas-y, Non, non, Robert. mais j'en vois des profs, des chargés de cours, des étudiants, C'est puis je ça. vois des employés. Mais Donc, qu'on le ouais, voit en groupe. Les étudiants, si vous voulez, lever la main. voilà. C'est ça. Deux étudiants quand même, ils sont là. Le personnel de soutien. C'est bon. Les chargés de cours, ils sont présents. Et les profs. Et bonne participation de tous les groupes. Bon, on fait partie des profs. Nos deux vice-doyennes qui sont ici, Carole et Marthe, puis Jean-Pierre aussi. Donc, écoutez, vous savez qu'on est tout le monde en réflexion puis en travail par rapport au plan stratégique de la faculté en lien avec celui de l'UQAM. Puis, dans les éléments qui ressortent des différentes journées, mais qui vont se poursuivre, c'est certain que, on est beaucoup une grosse équipe professorale, une grosse équipe de chargés de cours à l'UQAM parce qu'il y a beaucoup d'étudiants en éducation. Il demeure qu'on a besoin encore, je pense, de renforts, notamment dans certains domaines. Ensuite de ça, il est clair qu'au niveau des enjeux en formation, là, je vois Gilles en face de moi, le recrutement au cycle supérieur, puis l'accompagnement, puis la diplomation, c'est aussi des éléments qu'on veut travailler à la faculté. Pour ce qui est de la recherche, il s'en fait vraiment beaucoup plus qu'il y a quelques années. On veut consolider aussi, puis toujours accroître finalement je vous dirais, la recherche, là, que ce soit dans sa quantité, dans sa qualité notamment. Puis pour ce qui est des services à la collectivité, on est une faculté vraiment très engagée, très présente sur le milieu au niveau métropolitain, au niveau québécois et au niveau international. Puis là aussi, l'idée est de finalement consolider nos contributions de façon à ce qu'on puisse contribuer à la société de la façon la plus efficiente possible, notamment à la formation, puis à la recherche également. Donc, sur ce, je laisse le micro à Robert, puis je vous souhaite une bonne rencontre. Merci. Je n'ai pas besoin du micro. Moi, je suis auto-alimenté. Alors, bonjour, chers amis, et d'entrée de jeu, permettez-moi de vous dire que c'est un immense plaisir pour nous de vous rencontrer. Je vous le dis sincèrement. On fait la tournée depuis quelque temps et on a vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. On voulait entrer en contact avec la communauté et c'est ce qui se produit. Et c'est une expérience assez extraordinaire, vu que c'est pas tellement fait dans le passé. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Certains petits détails pour démarrer. Comme vous l'avez remarqué, nos gens de l'audiovisuel sont là. La réunion aujourd'hui, la rencontre avec la communauté, elle est web diffusée. Et donc, ça veut dire que quand vous prendrez la parole, sachez que ça s'en va sur le web et que c'est web diffusé et que ça va être mis aussi sur le wiki qu'on a mis en œuvre dès le début du processus de consultation. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est tout simplement parce qu'on sait qu'on a beau essayer de toutes les façons. Là, des fois, le recteur il est en Chine, des fois, les gens sont en fin de session, d'autres, qu'on essaie n'importe quoi pour faire des rencontres, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont occupés à d'autres choses. Et ce qu'on a pensé, c'est que, étant donné que le but, c'est d'entrer en contact avec la communauté le plus directement possible, que si les rencontres étaient web diffusées, puis ensuite on les met, l'enregistrement de la rencontre est mis sur le wiki, alors les gens peuvent visualiser, en différé la rencontre et continuer à participer, même s'ils n'étaient pas là à ce moment-là, à partir des interventions des gens, en donnant des commentaires sur le wiki. Donc, c'est la raison essentielle pour laquelle tout est enregistré et web diffusé. Et je voulais simplement vous en aviser parce qu'il y a des prises de parole et les gens, normalement, doivent savoir que quand est-ce qu'on est... On est en public et quand est-ce qu'on ne l'est pas. Et là, on est en public devant le monde entier. Alors, c'est ça qui est le résultat. Je profite aussi de l'occasion pour signaler la présence de mes deux collaboratrices qui font la tournée avec moi, c'est-à-dire Chantal, ma chef de cabinet, qui est assise en arrière et qui
et qui participent aux rencontres, ainsi que Céline, qui est ma conseillère personnelle au rectorat. Et comme je me plais souvent à le dire, vous avez devant vous la totalité de l'équipe du rectorat. C'est pas très gros, l'unité rectorat. Alors, c'est l'unité au complet qui se déplace et on laisse au bureau les gens qui s'occupent de la réception, de 2 personnes qui s'occupent de la réception des agendas et ainsi de suite au niveau du personnel de bureau. Mais le personnel, pour ainsi dire, professionnel, est ici avec vous aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant aussi parce que tout le monde participe aux échanges. Et de cette façon-là, on en a une meilleure compréhension lorsqu'on fait les débriefages avant. Et je dois vous dire aussi que ce sont les personnes qui sont responsables du fonctionnement du rectorat. Et comme je le dis souvent à plusieurs endroits, si ce n'était d'elle, le recteur ne serait qu'une entité conceptuelle non matérialisée, étant donné les différentes choses. Et c'est elle qui, tous les documents que vous voyez sortir, toutes les choses dans les journaux, ça passe au travers cette équipe-là en quelque part, puis on s'assure de coordonner les choses. Alors donc, rapidement, qu'est-ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui? Bien, vous savez que l'UQAM arrive à un point où son plan stratégique arrive à terme. Et donc, ça veut dire que dans nos fonctionnements, dans nos règles de fonctionnement, il faut déposer un nouveau plan stratégique. Et il y a un nouveau plan stratégique qui doit être adopté par le conseil d'administration et déposé officiellement aux diverses instances de l'UQ et du gouvernement au mois de mai prochain. L'année universitaire, maintenant, ne va plus du 1er juin au 1er juin, elle va du 1er mai au 1er mai. Et donc, ça veut dire qu'au 30 avril, on doit adopter un plan stratégique. C'est une tâche nécessaire, habituelle, mais lorsqu'on a vu qu'on entrait dans le processus de planification stratégique, on s'est dit à un moment donné, ce serait l'occasion rêvée de mettre en branle un nouveau processus, une nouvelle façon de travailler au niveau du plan stratégique. Vous savez d'habitude comment ça se fait. Les plans stratégiques sont pensés par des gens souvent dans des bureaux fermés où l'UQAM devrait faire ci, l'UQAM devrait faire ça, et ainsi de suite. On définit une vision, on définit des orientations, on définit des actions nécessaires pour atteindre des objectifs, puis ensuite des indicateurs pour mesurer le degré d'atteinte est-ce que ces actions-là ont réussi. Et puis là, on arrive en bout de ligne avec un plan complet, un document qu'on dépose aux instances. Puis là, les instances disent, on s'en va en consultation avec ça. Puis là, ce que vous recevez, vous, la communauté, et moi-même aussi, la communauté, étant donné que j'en fais partie, ce qu'on reçoit, c'est un document finalisé avec qui, comme tous les documents finalisés, a des conséquences. Si on change un morceau là, puis un morceau là, il faut tout repenser. Et là, il y a des délais, puis il faut se dépêcher parce que ça doit être adopté à telle date, et ainsi de suite. Et ça fait que le processus par lequel, vous savez, quand j'ai fait ma campagne électorale et que je l'ai redit après dans mes diverses interventions auprès de la communauté, l'université, c'est d'abord et avant tout, c'est pas une organisation, c'est pas un gouvernement, c'est pas une compagnie, c'est pas une organisation normale, c'est une communauté, et une communauté qui partage des valeurs et à partir de ces valeurs partagées-là, assure le progrès social par l'enseignement, la recherche et les services aux collectivités, qui sont les moyens par lesquels on atteint notre mission d'assurer le progrès social ou de développer, pour ainsi dire, une culture du savoir au niveau de la société. Et donc, se pose la question, mais quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on veut afficher à l'extérieur comme image de l'université? Qu'est-ce qu'on veut offrir à la population du Québec comme projet universitaire? Et si l'on veut que ce soit un projet qui soit fait par la communauté, mais la première intéressée, c'est la communauté. Et donc, c'est pour ça que cette fois-ci, on a décidé de placer le processus de planification stratégique d'une façon qui n'avait jamais été faite, c'est-à-dire, on va commencer par parler à la communauté et on va créer des moyens de communication qui vont faire en sorte que tout le monde va pouvoir savoir ce que tout le monde pense et ce que tout le monde dit, et on va permettre aux gens de s'exprimer sur les valeurs, sur les principes, sur les orientations, de façon à ce qu'on puisse dégager de ça un portrait que collectivement on dit c'est ça l'UQAM. Et à ce moment-là, on procédera à la préparation du document à partir de ce qu'on aura reçu comme information, ce qu'on aura compris et ce qu'on aura colligé et mis en forme de sommaire pour dire voici ce que les gens pensent de l'UQAM, et c'est ça que, et normalement, la vision, les orientations, les actions à faire, les objectifs et tout ça devrait en découler. Alors, essentiellement, c'est un pari qu'on fait parce que ça ne s'est jamais fait dans le passé. Et il n'y a même pas d'autres institutions qui font des plans stratégiques de cette façon-là, mais on pense que c'est le moment. Et si on peut, le pari, c'est
Est-ce que la communauté va répondre? Ça, c'est le gros pari. Parce que si jamais on se retrouve qu'il n'y a rien, là, on va se dire, oh, là, ça fait des problèmes au niveau de la conception même de ce que c'est que l'université si on dit que c'est une communauté qui s'autogère, pour ainsi dire. Là. Alors, donc, il va y avoir un gros appel à la participation. C'est une des raisons pour lesquelles on fait la tournée. Donc, essentiellement, c'est ça que je voudrais parler avec vous aujourd'hui. Et donc, les objectifs de la tournée et donc de cette rencontre, c'est de présenter la démarche de planification stratégique, c'est ce que je commence à faire, d'échanger avec vous sur les valeurs, la vision, les orientations et le développement à privilégier pour l'UQAM. Vous savez, depuis mon entrée en poste, il n'y a même pas un an, mais ça s'en vient. Mon premier anniversaire arrive au retour des vacances. Lors pardon, de mon entrée en poste, j'ai parlé beaucoup de l'université, hein, dans les journaux, j'ai mis des pavés un peu partout, là, dans les différentes instances au gouvernement. J'ai affirmé certaines choses sur les valeurs universitaires, notamment que l'université, c'est une communauté, c'est un espace de liberté. J'ai parlé beaucoup plus que je pensais, malgré que je l'avais dit au cours de ma campagne, mais je ne pensais pas que c'était pour être aussi vrai que ça, de la liberté académique et de l'autonomie universitaire, qui est des points complètement... on dit toujours « ça va de soi », mais à chaque fois qu'on regarde un geste qui est posé par un gouvernement, ça n'a pas l'air à aller de soi. Il y a toujours des, des atteintes dans ce... Donc, j'ai dit ça, j'ai parlé de la nécessité de développer la vie universitaire autour de la vie académique. Et, bon, c'est toutes des affirmations sur des principes, des valeurs, de qu'est-ce qu'on... Et ça, mais ça, c'est le recteur qui parle. Et là, le recteur, il vous dit, une minute, là, ça fait un an que je me promène partout puis je raconte toutes sortes de choses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous partagez ces mêmes valeurs-là? Est-ce que j'oublie des choses? Est-ce qu'il y a des aspects? Parce que dans une communauté aussi grande que celle de l'UQAM, il y a des bouts de l'UQAM qui peuvent nous être complètement inconnus, puis on ne le sait même pas, puis on pense à l'UQAM en oubliant. Alors, la raison d'une tournée, la raison du wiki, c'est pour que les gens puissent s'exprimer sur ces valeurs et ces principes-là. Donc, échanger sur les valeurs, la vision. Ouvrir le dialogue concernant la situation actuelle et future de l'UQAM, c'est on peut-tu, ensemble, faire un examen de qui on est, là, et qu'est-ce que c'est, où on est rendu dans notre histoire et vers quoi on voudrait aller. Et ça, j'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus, de façon à ce qu'on puisse voir quelle sorte de consensus se dégage et ainsi de suite. Et finalement, bien, c'est sûr qu'une université, ça peut s'évaluer là puis vouloir aller là, mais il y a des enjeux. Et là, c'est important aussi là, qu'on fasse ça sectoriellement parce que je me rends compte que les enjeux, selon les secteurs, sont fort différents. Vous ne vivez pas dans le même monde, même si on vit tous dans le même monde qui s'appelle l'UQAM, il y a des particularités qui sont propres à certains secteurs. Je pense dans le cas de la formation professionnelle ici. Et j'ai parlé beaucoup dans mes écrits de l'alliance entre la formation professionnelle, la formation fondamentale, la place à la recherche et ainsi de suite. Tout ça, là, c'est vécu différemment ici que c'est vécu dans d'autres facultés. C'est pas pareil en arts, c'est pas pareil en sciences et ainsi de suite. D'où une importance à ce qu'on puisse aussi échanger là-dessus. Et le but de tout ça, bien, c'est de s'assurer, mon but, là, ce que je poursuis et j'essaie de faire avec vous, c'est de m'assurer que la planification stratégique qu'on va avoir, là, ça reflète très, très bien et ça s'arrime aux besoins, aux priorités puis aux préoccupations de la communauté. Ça, c'est l'essentiel. Si on peut faire cette fois-là un plan stratégique qui n'a pas l'air à voler dans un espace déconnecté de la réalité, c'est-à-dire la réalité, c'est nous comme communauté, l'objectif va être atteint au niveau de la préparation de ce plan-là. Donc, essentiellement, c'est les choses que je viens faire ici avec vous aujourd'hui. Ça va se passer en 5 étapes pour le plan stratégique. Les 4 autres sont bien connus, c'est les étapes traditionnelles. La seule différence, c'est que là, il y en a une de plus. Et celle de plus n'arrive pas à la fin, elle arrive au début du processus. On l'a appelé un recteur à l'écoute. C'est ça que je vais faire, même si je vous parle. Là. Ça ne sera pas long, je vais me taire, là, mais je vais essayer. Ça ne sera pas long, ça. Je vais maintenir le temps. J'ai fini par me discipliner puis être capable de vous dire ça assez vite pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, un recteur à l'écoute, ça veut dire une tournée. C'est ce qu'on fait actuellement. Je me promène depuis déjà une semaine et demie, 2 semaines, là, dans 2 semaines, dans les divers... On a choisi les points chauds de l'UQAM, c'est-à-dire les divers
diverses facultés. On parle aussi, on a des rencontres avec des groupes, les étudiantes, les étudiants, au niveau des associations, les syndicats. On a donc des points mais ce ne sont que des points de rencontre parce qu'on a dit à tout le monde, écoutez, n'importe qui en manque une puis qui veut aller à l'autre, là, s'il vous plaît, fermez pas la porte, là, c'est ouvert à toute la communauté. Plus on va multiplier les occasions, mieux ça va être. Donc, une première partie qui est une tournée où on va faire un échange direct entre nous sur comment on conçoit l'UQAM. Et vous avez peut-être, vu qu'on arrive un peu plus tard dans le processus, constaté l'existence d'une nouvelle patente qu'on a mise au rectorat qui s'appelle Wiki Rectorat. C'est un wiki. Et on l'a bâti de toutes pièces juste avant de commencer la tournée. Et on l'a mis en œuvre aussi dans le courant du mois de novembre. Puis un wiki, bien, vous savez c'est quoi? Si vous avez déjà fréquenté le monde de Wikipédia, bien, c'est le même type de logiciel. C'est-à-dire, c'est un logiciel, en passant, si vous vous sentez dans un univers semblable à Wikipédia, là, c'est pas surprenant. On utilise le logiciel MediaWiki, qui est exactement le logiciel qu'utilise Wikipédia pour faire son encyclopédie. Sauf que nous, on le fait pour les échanges entre les gens. Donc, il y a un wiki, et nous, on y compte beaucoup parce que c'est un endroit où, compte tenu de nos horaires différents, nos difficultés à se rejoindre, tout le monde est capable de rejoindre le wiki n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure. Et c'est un outil qui permet de déposer des articles, des avis. Alors, donc, pour nous, c'est important parce que la discussion peut se poursuivre, puis c'est là aussi qu'on rassemble tout ce qu'on fait. D'ailleurs, la rencontre qu'on fait aujourd'hui, à peine quelques heures après qu'elle va s'être terminée, elle va apparaître sur le wiki en vidéo et les gens pourront la regarder à partir de là avec les autres rencontres qui ont eu lieu. Et tout le monde, donc, peut consulter les échanges de toutes les facultés et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un processus ouvert. Et le wiki nous apparaissait une plateforme essentielle. Il y a juste une petite chose, je dis, le wiki ne fonctionne pas vraiment comme un wiki. Et la raison, quand on fait un wiki, c'est une co-construction sociale qu'on fait. Et quand on est dans des entreprises ou quand on est en train de construire une chose comme l'encyclopédie Wikipédia, bien, les gens contribuent chacun en fonction de ce qu'ils savent et puis ils ajoutent des éléments là-dedans. Mais quand on est dans un monde de débat, on ne va pas prendre la page que quelqu'un a écrit puis dire non, c'est pas vrai ça, puis l'ôter puis mettre la note à la place, parce que là, on a un petit problème de représentativité des opinions. Alors, ce qui arrive, c'est que dans le wiki, on a ajouté un blog. Et ça fait un Wikilog. Et quand vous rentrez sur les pages wiki, généralement celles qui sont réservées à la discussion, on prend les contributions des personnes qui les ont déposées. Elles sont là. Et quand vous cliquez sur discussion, bien, ce qui se produit, c'est que vous rentrez dans un blog où vous pouvez commenter. Et à ce moment-là, il peut y avoir commentaire sur le commentaire, puis commentaire sur le commentaire du commentaire, et ainsi de suite. Donc là, on peut voir exactement qui dit quoi. La seule chose qu'on demande aux gens, les gens nous demandent, oui, mais est-ce que tout passe? Oui. Tout passe en principe, sauf les choses qui seraient des propos diffamatoires ou il y a une petite annonce là, en partant. Attention, là, nous acceptons tout, mais il ne faut pas s'attaquer à des personnes, il ne faut pas tenir des propos diffamatoires ou disgracieux. Puis tant qu'il n'y a pas ça, là, le reste, tous les sujets sont ouverts. Et ça, c'est une façon que pour la communauté de réfléchir. En fait, on appelle ça Wiki-Rectorat, mais ce qu'on a voulu, c'est de devenir transparent et de permettre à la communauté de l'UQAM de parler à la communauté de l'UQAM et d'échanger dans le but d'arriver à une compréhension commune de notre université, puis où est-ce qu'elle veut aller. Alors, tous les sujets sont ouverts. Vous pouvez parler de n'importe quoi. Il y a déjà des sujets qui sont inscrits, des orientations. Normalement, les gens se greffent à partir de l'orientation qui correspond à ce qu'ils veulent dire, puis ensuite, le processus continue de se dérouler de cette façon-là. Donc, et parallèlement à ça, on le dit aux gens, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'écrire sur le wiki, envoyez-nous des avis par email. On va les mettre, nous, sur le wiki. Et puis, on va les diffuser. Envoyez-nous n'importe quoi. Même, je dis souvent un post-it si vous n'avez pas le temps. Là, écrivez. Si vous avez une réflexion que vous trouvez importante et que vous voulez partager avec les autres, envoyez-la de n'importe quelle façon. Et on va la diffuser. À ceci s'ajoute, évidemment, il y a un petit sondage sur le wiki parce que malgré tout, et en passant, je pense que on voulait plutôt parler d'articles de fond, mais
on se disait, il y a des gens qui n'ont pas le temps puis ils veulent peut-être juste répondre à un sondage. Alors, on a mis un questionnaire qui est un questionnaire sur les valeurs et les principes, mais on parle des textes, des documents que j'ai présentés, c'est-à-dire les valeurs que j'ai exprimées et ainsi de suite. Et puis, on demande aux gens leur accord et ainsi de suite. Puis, on leur pose des questions. Qu'est-ce que vous pensez que l'université devrait absolument faire impérativement maintenant? Et qu'est-ce que vous pensez que l'université ne devrait absolument pas faire impérativement maintenant? Bon, celle-là est assez fréquentée. Et puis, c'est de faire du sens avec ça à un moment donné. Mais assez curieusement, c'est vrai que le wiki, les contributions ne viennent pas vite du côté des articles, mais du côté du sondage, ça roule, puis il y en a plein. D'ailleurs, on va avant la fin faire un état de ce qui se passe sur le sondage, là, parce que les données s'accumulent, puis on va les consolider. Donc, c'est essentiellement la première étape. La deuxième étape, bien, c'est bien sûr qu'on va se servir de ça pour traiter l'information, pour la présenter aux instances et aux différentes personnes qui vont intervenir. Puis après, bien, c'est les choses habituelles. Il y aura élaboration d'un projet. Il y aura une consultation au sens où on l'entend à l'UQAM, c'est-à-dire dépôt aux instances avec résolution de consultation des facultés, des groupes, des associations et ainsi de suite. Et puis ensuite, retour de ça, analyse, puis préparation du plan stratégique. Ça, c'est les choses qu'on voit habituellement. La différence, c'est que le wiki va exister tout le long. Et c'est ça que je trouve intéressant. Tout le monde dans l'UQAM qui va être impliqué dans la préparation du projet de plan va avoir accès à ces informations-là. Tout le monde va pouvoir savoir qu'est-ce que l'autre a dit et donc il y aura, et pendant tout le temps de la préparation du projet puis de l'adoption dans les instances, tout le monde pourra référer à un environnement unique où les gens se seront exprimés. D'où vous voyez l'importance que vous vous exprimiez, là, parce que le succès de ça, d'une prise en charge par la communauté dépend de la capacité de la communauté à intervenir. S'il y a des choses qui ne marchent pas aussi, vous pouvez nous le dire, là, parce que c'est sûr qu'on a fait ça vite, on a fait ça comme on a pu avec les moyens, puis on a fait des hypothèses. Vous pouvez nous le dire, « Hey, je ne suis pas capable, là, puis c'est pas la façon. » Puis on va faire tout ce qu'on peut pour... parce qu'un wiki, ça peut se transformer au fur et à mesure. C'est un outil qui appartient à une communauté. Alors voilà, c'est la démarche que nous proposons en 5 temps. Et... ça devrait se terminer au mois de mai, mais la préoccupation, c'est que ça... Je pense que ce qu'on essaye aussi, on est expérimental, là. Moi, dans mon mandat, je voudrais garder continuellement un contact avec la communauté. Et si le processus marche, là, on va l'enclencher comme processus normal, c'est-à-dire tout au long, un jour, on prendra le plan stratégique, puis on le mettra comme un des éléments, on mettra d'autres sujets de discussion, puis on permettra à la communauté de s'exprimer continuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On parle des valeurs, on parle des principes, on parle des orientations. Dans les présentations que j'ai faites, j'ai présenté certaines valeurs concernant l'internationalisation, concernant toutes les ce que c'est qu'une université et ainsi de suite. Mais j'ai aussi lancé, et c'est lancé à titre de départ, 5 orientations qui m'apparaissent importantes et canaliser des morceaux importants de l'université. La première orientation, et ce que j'aimerais savoir, c'est: y en manque-tu? Voulez-vous en ajouter? Trouvez-vous qu'ils sont corrects? C'est normal de penser de même. Vous avez le droit de dire que le recteur s'en va tout croche dans n'importe quelle direction puis que ce serait d'autres choses. La première, consolider la recherche et la création. C'est normal. Vous savez, je pense, et ça c'est issu de ce que j'ai exprimé dans mes différents documents, je pense que le moteur même d'une université, c'est la recherche. C'est-à-dire, c'est à travers le processus de développement des connaissances, à travers le processus de création du savoir qui se fait, par exemple, par l'ensemble de la communauté, chacun avec son rôle, étudiant, professeur, chargé de cours, et ainsi de suite. C'est à travers ce processus de création du savoir-là qu'on peut donner à notre communauté dans laquelle on est ancré, donc on parle de service à la collectivité, des moyens de progresser en termes de société. Donc, et en même temps, c'est ce qui nous permet, en utilisant une pédagogie appropriée, de faire de la formation que l'on dit universitaire, c'est-à-dire une formation qui vise à remettre en question les acquis, à pousser plus loin comment on fait pour développer le savoir, et ainsi de suite. Donc, la recherche, pour moi, c'est le moteur de l'université. Et ça, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, parce qu'il y en a qui ne pensent pas ça. Mais c'est comme ça que je conçois les choses, ce qui n'enlève à rien à la formation de premier cycle, ni à la formation au cycle supérieur, ni
aux services aux collectivités. D'ailleurs, les services aux collectivités, j'en ai beaucoup à dire là-dessus. Quand on parle de s'adapter à des réalités nouvelles en termes de besoins des étudiantes et des étudiants au niveau de la formation, c'est pas juste des questions d'avoir des cours à telle heure et ainsi de suite. Il y a tout dans notre population étudiante, les gens ont changé depuis longtemps et maintenant sont préoccupés. Il y a bien des gens qui ne veulent pas faire uniquement les études, ils veulent faire d'autres choses, ils sont préoccupés par d'autres aspects de leur vie, ils veulent le développer. Ils voudraient que l'université s'harmonise avec ça et ça demande de la part des universités une réflexion sur comment on va faire pour travailler avec des, des étudiants qui autrement étaient appelés atypiques, quand on avait juste le modèle secondaire, cégep, université et ainsi de suite, mais qui maintenant sont la réalité et la norme. Et des étudiants parents, des étudiants qui ont des occupations ailleurs, qui occupent des postes déjà et qui veulent continuer de travailler, de développer leurs études et ainsi de suite. Et c'est toutes ces réalités-là auxquelles on est confronté. Alors, ça, je suis déjà rendu dans l'autre, assurer la qualité de la formation à tous les cycles. Là. Mais on va finir avec la recherche. Pour moi, c'est le moteur et la consolidation est nécessaire parce que si on veut vraiment émerger et apparaître au niveau international comme une grande université, à un moment donné, il faut trouver les moyens que quand on a des bonnes idées, qu'elles ne soient pas éparpillées, puis qu'elles ne soient pas valorisées, puis qu'elles ne soient pas mises en œuvre de façon à permettre à la société, et la société, je parle du monde entier, de se l'approprier. C'est donc ça la question de la consolidation de la recherche. Mais maintenant, toutes les questions se posent. Comment on fait ça? Est-ce qu'on priorise des choses? Est-ce qu'on développe des programmes particuliers pour faire émerger des projets qui ensuite vont aller au niveau des organismes subventionnaires? Comment on valorise la recherche? Comment on en fait la promotion à l'intérieur? Et là, on a besoin de votre input. On a des idées, mais on ne les a pas toutes mises parce qu'on aimerait ça que la communauté parle. Donc, on a des idées sur comment vous voyez ça, la consolidation de la recherche, et si vous trouvez ça aussi important que je semble le dire. Assurer la qualité de la formation à tous les cycles. Quand je pense à vous, là, c'est une question qui est importante et là, j'ai vraiment besoin de vous. Là. Vous, la faculté d'éducation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans une université, vous savez que si vous avez lu les choses que j'ai écrites, je suis un type Humboldtien d'un bout à l'autre. L'enseignement, recherche, la question de liberté académique, le développement à partir le doctorat et toutes ces choses-là. C'est tout le modèle d'Humboldt. Là. Et il y a une chose qui est préoccupante. Le modèle d'Humboldt, quand il a été proposé, était plutôt un modèle élitiste qui visait à aller chercher les grands cerveaux et ainsi de suite, vous savez. Et c'était pas juste une question de structure d'université, là. C'était vraiment un modèle de développement de l'éducation supérieure en Allemagne. C'est comme ça que ça a été proposé. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus tout à fait adapté à la réalité actuelle où l'université fait aussi de la formation professionnelle, s'engage, et quand je pense à vous, là, vous êtes dans des univers qui sont normés par des comités externes à l'UQAM. On pense au CAPFEU, qui est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Vous avez l'orthopédagogie, vous avez toutes sortes d'actions en termes de formation où il faut qu'on garde la nature même du modèle universitaire, qu'on garde la conception Humboldtienne, parce que ça, c'est vraiment l'université comme moteur du développement. Et tout ceci en l'harmonisant avec des exigences au niveau de la formation professionnelle, sans sacrifier la recherche fondamentale et ainsi de suite. Et là-dessus, comme je ne peux pas vous en dire long parce que je ne veux pas tout prendre la place, là-dessus, j'ai besoin de vous parce que vous êtes un secteur particulièrement concerné par ces questions-là et il ne faudrait pas qu'un plan stratégique rate la chose, c'est-à-dire qu'on parte d'un modèle d'université où on ne tient pas compte de ces préoccupations-là. Donc, et je l'ai vu dans le petit document que vous nous avez envoyé vite avant qu'on arrive, là, les questions concernant les accréditations et toute la série des processus auxquels, parallèlement au fait que vous êtes une faculté qui développe le savoir de la même façon que les autres, auxquels vous êtes confrontés. Ce serait important d'avoir votre input là-dessus. Accroître l'internationalisation de l'université, ça, je vais être vite parce que j'en ai dit long en masse depuis le début. C'était une de mes priorités. Si vous avez vu la présentation au CORIM, si vous n'étiez pas là, au CORIM, c'est le Centre de relations internationales de Montréal. Elle est là sur le wiki. Vous pouvez la visionner, vous pouvez lire. Le texte de la présentation a été publié. Et essentiellement, pour moi, c'est un enjeu majeur. Parce que de nos jours, si on veut vraiment être une université
d'avant-garde. Il faut faire du développement international. On peut pas, les nations sont interdépendantes. On ne peut pas ignorer les modes de développement du savoir des autres dans d'autres pays pour se les approprier et les confronter aux notes et puis développer à partir de ça quelque chose qui nous permet d'aborder toutes les problématiques sous l'angle de l'international. Malheureusement, comme vous le savez, je pense que dans la vie, on parle de liberté académique, on parle d'autonomie universitaire. Bien, je dis toujours aux gens, vous vous rappellerez ce qu'a dit le gouvernement fédéral quand il a parlé de l'internationalisation. C'est ça qui a déclenché la conférence que j'ai faite au Corim, là, qui s'appelait l'internationalisation autrement. Bien, vous savez ce qu'on a dit? On a dit, écoutez, là, les universités, là, l'éducation, les clientèles, parce qu'on les appelait de même, les clientèles étudiantes d'un pays émergent, là, ça représente 8 milliards dans l'économie canadienne, cette affaire-là. C'est plus que les ventes d'avions, c'est plus que les ventes d'hélicoptères. Alors, il y a là un secteur à exploiter, puis c'est le rôle des universités d'aller chercher. Donc, le message qui était en arrière, là, c'était vous, les universités, là, concentrez-vous sur ces disciplines où ces gens-là sont capables de venir. Faites le plus possible votre publicité pour aller chercher, parce que ça, c'est des facteurs qui développent qui amènent beaucoup de nouveaux professionnels au niveau de la formation, puis qui développent le savoir dans des secteurs qui sont importants. L'internationalisation, autrement, c'est pas ça. Au Corim, ce que j'ai dit, c'est une minute. Est-ce que la question qui est fondamentale, c'est quoi le rôle d'une université? C'est quoi, à quoi ça sert dans la vie une université, là? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait se centrer sur des produits payants, devenir une grande entreprise, puis aller exploiter un marché parce que c'est payant économiquement? Donc, c'est ce que je disais quand je disais, est-ce que les universités sont là pour satisfaire les exigences de la mondialisation de l'économie, ou les universités ne sont-elles pas plutôt là pour s'associer dans des pays différents, pour confronter des cultures et, de ce fait, permettre de développer une meilleure connaissance des problématiques qui les concernent et permettre à leur population dans lesquelles elles sont ancrées d'accéder au savoir du monde entier tout en permettant au monde entier d'accéder au savoir de la population. Bien, je pense que quand on la pose, là, je regrette, mais je ne vois pas d'autre réponse que non, c'est celle-là. Bien, si c'est celle-là, là, oubliez la stratégie d'internationalisation de l'autre bord. Il faut travailler en réseau. Il faut travailler d'abord sur un mode collaboratif. Il faut établir d'abord des réseaux à partir de ponts qu'on tisse avec d'autres universités qui partagent nos valeurs. Et ensuite, ceci va créer des couloirs qui vont nous permettre de faire de la mobilité professorale ou vraiment des initiatives de recherche dans le premier vont se créer à partir de plusieurs endroits. Ça va créer un espace de mobilité pour nos étudiantes et nos étudiants qui pourront profiter de toutes les collaborations qu'on a à l'international, et c'est ça mon plan d'internationalisation. Bon, là, je l'ai dit au complet, là, fait que c'est... Bon, êtes-vous d'accord avec ça? En tout cas, si vous voulez l'autre, dites-moi-le tout de suite, parce que là, je ne suis plus dans mon projet personnel. Alors, les trois premiers que vous avez là, c'est les grands enjeux pour l'UQAM, selon moi, et c'est celles que j'ai présentées dans la campagne électorale lorsque je me suis présenté comme recteur. Les autres, c'est favoriser les partenariats et la collaboration. Bien, vous savez, il y a une chose avec laquelle je me bats presque autant que la liberté académique et l'autonomie universitaire, c'est une université n'est pas un espace de compétition, ça va à l'encontre même des valeurs de l'université. Les profs, les étudiants font ça naturellement. Ils parlent aux autres à côté de l'autre université, puis ils s'échangent des affaires, ils font des colloques, il y a des sociétés savantes, il y a un monde qui se crée par secteur, par discipline autour des universités, puis les universités doivent favoriser cette collaboration-là et travailler. Et là, si vous regardez, la formule de financement, là, financer aux EETPP en fonction des disciplines payantes aux étudiants équivalents temps plein, ça veut dire que si vous vous intéressez dans la qualité de la formation, à développer du mentorat, ou si vous vous intéressez à adapter l'université à des besoins changeants des étudiantes et des étudiants dans la société, bien, vous allez le payer parce que les gens qui ont des parcours linéaires traditionnels vont être financés pour chaque étudiant qui va rentrer. Il va en avoir rien qu'un à s'occuper, puis ça va payer le même prix que 5 ou 6 dans l'autre université qui va faire ça. Donc, ça c'est un problème. Ça encourage définitivement une compétition entre les universités pour s'arracher les étudiants considérés comme des clientèles, puis les autres considérés comme des ressources. C'est loin d'une communauté, ça, là. L'université, ce n'est pas une organisation, c'est une communauté.
Alors, ça n'a pas d'allure, les clientèles étudiantes puis les ressources humaines pour fournir les services. L'université n'est pas un service public, c'est ce que j'ai dit souvent. Et ça, il faut le faire parce qu'il y en a plein de monde, y compris le gouvernement, qui confond ça. L'université n'est pas un service public. Un service public, c'est le service des transports en commun, où c'est le gouvernement qui décide des priorités en fonction des besoins de la société. L'université est là pour se réunir, débattre, développer le savoir et le rendre accessible à l'ensemble de la population pour lui permettre de progresser. C'est ça, une université. Alors, bon, je pense bien que vous êtes d'accord avec moi, ça a l'air de pas ce que je vois là-dedans. Hein? En tout cas, mais là, il faut ajouter du matériel à ça. Votre réalité à vous, comment est-ce que ça doit se traiter, et ainsi de suite. Collaboration, partenariat, c'est la base même du fonctionnement des universités. Et bien sûr, si on fait tout ça, il va falloir adapter notre organisation à ces réalités nouvelles-là, puis la développer. Alors, et ça veut dire, prenez des... J'ai déjà tenté de faire deux choses là-dedans, en partant. Mais je n'ai pas tenté, je l'ai fait. Vous savez qu'on a créé un vice-rectorat au système d'information. Et vous savez que maintenant, la raison était fort simple. On ne cache pas ça dans un vice-rectorat qui s'occupe à la fois des finances, puis tout ça, puis qui crée des budgets pour des systèmes technologiques. La technologie est bien plus fondamentale que ça. Il faut vraiment que cet espace technologique-là, penser à l'internationalisation, penser aux collaborations. Si on travaille comme ça, aujourd'hui, en 2013, ça nous prend un espace technologique très évolué. Puis en passant, je vous le dis tout de suite, là, puis ça, je le dis partout, ça nous prend un espace open source, tout simplement. Open source, logiciel libre. C'est ce que ça veut dire. Tout simplement, d'une part, pour refléter exactement dans nos méthodes administratives et opérationnelles ce qu'on a comme valeur comme université dans l'académique. Ça, c'est déjà une nécessité. Le mode logiciel libre, ce sont des communautés qui travaillent ensemble pour développer des logiciels et qui échangent et qui partagent continuellement. Et souvent, il y a 80 des affaires qui sont toutes pareilles. Donc, ça fait que l'expertise qui est partagée permet une plus grande expertise à tout le monde et d'atteindre des capacités au niveau du logiciel que personne, si vous êtes un logiciel commercial, vous essayez de ne pas être compatible avec personne pour être sûr que vous allez arracher la clientèle de l'autre et ainsi de suite. Bon. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de travailler en communauté là aussi, puis de développer des moyens technologiques qui vont nous permettre, par exemple, quand on s'en va au Brésil ou quand on s'en va en Afrique, et ça, je l'ai fait, puis je suis allé en Chine pour présenter ces choses-là. À un moment donné, les licences, puis toutes ces affaires-là, ça ne marche plus. Si on ne peut pas faire de la collaboration avec une université parce qu'il faut qu'ils se payent une licence qui n'est pas capable de se payer ou ainsi de suite, vaut bien mieux travailler ça ensemble, partager la même infrastructure qui permet, à cause du fait que c'est normé, parce que l'open source est très normé, tout le monde fait les choses de la même façon, d'adapter à chaque réalité locale l'ensemble du produit qui est développé par la communauté. Donc, ça, c'est un exemple. Et c'est pour cette raison-là que j'ai mis sur pied un vice-rectorat au système d'information qui a une seule chose à s'occuper, le support technologique au développement de l'académique. C'est juste ça qu'il y a à faire. L'autre vice-rectorat, c'est le vice-rectorat à la vie universitaire. Et plutôt que de considérer que la vie universitaire, c'est une question de négociation, de convention collective avec des secteurs complètement distincts les uns des autres. Non, il y a plus que ça dans la vie. Il y a le développement durable, il y a la nécessité d'être une institution qui est adaptée à sa société, il y a la qualité des services pour assister les gens dans le développement de leur carrière, qui qu'ils soient. Les questions qui touchent de près nos étudiantes et nos étudiants, les conditions de précarité des étudiants, dans quoi ils vivent, comment on peut les impliquer dans l'université de façon à leur permettre d'avoir des moyens financiers qui vont leur permettre de faire leurs études et tous ces moyens-là. C'est tout dans le domaine de la vie universitaire. Et c'est pour ça que j'ai mis un philosophe à la tête de tout ça. C'est votre ancien doyen, d'ailleurs, en passant. C'est M. Marc Turgeon qui est là. Et le mandat est très vaste à ce niveau-là. Voilà deux exemples d'adapter l'organisation aux différents. Bon, on va faire ça vite parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Ce qu'on veut, finalement, c'est répondre des dons à ces questions. Okay. C'est ça un peu l'affaire. Quelle valeur devrait guider les actions de l'UQAM? C'est quoi votre vision de l'UQAM, de sa mission? C'est ce que j'ai fait moi-même là, en m'exprimant. Que pensez-vous des orientations qui vous sont proposées aujourd'hui? Quelles sont vos préoccupations en ce qui a trait à la situation actuelle de l'UQAM? Quels sont les principaux défis qui s'annoncent dans votre secteur disciplinaire et quelles devraient être les grandes priorités de l'UQAM du 21e siècle? Et comment vous faites ça? Bien, vous allez à cette adresse-là, et vous allez voir un paquet de choses qui, en passant, je trouve que ça ne bouge pas vite, là, mais ce que je sais, par exemple, là, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on règle. Là. Ce qu'on apprend en faisant tourner, puis ce qu'on voit aussi quand on regarde les accès, là, tout le monde regarde ça. Ça regarde, hop, il est arrivé ça sur le wiki, mais ils vont pas. Pourtant, c'est là pour ça, là.
Et puis, si on veut parler de mode collaboratif, si on veut parler de l'UQAM comme une communauté, si on veut, et puis là, je vous dis, regardez, nous autres, on est juste 3 dans le rectorat, là, mais c'est faux quand je vous dis ça. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour le faire parce que on est nos 3 dans le rectorat, mais très rapidement, vous savez, il y a des gens qui sont ici, des gens de l'audiovisuel qui sont avec nous, qui nous suivent, qui, en passant, on les talonne, là, parce que là, ils partent des fois de ça, puis ils s'en vont dans un autre, puis tous leurs univers sont changés, mais regardez, ils sont toujours avec nous, puis on est en train de... On a un petit réseau de collaboration avec les gens de l'UQAM, parce que, savez-vous ce que ça fait, ça? Parce qu'en passant, là, on a un service extraordinaire. Tout le monde... L'idée, là, c'est de dire, on s'en va vers un projet, on veut implanter cette façon-là de faire. Et le résultat, là, c'est qu'aujourd'hui, là, vous savez que ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est vu par le monde entier. Et ce que vous dites, et quand vous parlez de l'UQAM et quand vous dites qu'est-ce que vous voyez comme l'UQAM, tout le monde le sait. Et c'est ça qu'on avait comme problème. L'UQAM est exceptionnelle, elle a une identité propre et on est en train de s'affirmer. Et c'est grâce à ça. Puis les moyens qu'on a mis, là, je les ai vus en cours de route. On s'adapte à chaque fois qu'on se présente ici. Là, ils nous reviennent en disant « Hey, on a passé par YouTube à la place et ainsi de suite. » Et là, on peut mettre les affaires sur le wiki 2 minutes plus vite, mais c'est parfait, ça va très bien. On a aussi Martin, qui est l'adjoint, pas l'adjoint, mais le conseiller du vice-recteur au système d'information qui travaille. C'est lui, là, il est assis puis il check le wiki tout le temps, puis il regarde si tout marche, puis ainsi de suite. Donc, on a une petite équipe qui s'est constituée d'une façon très universitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Tout le monde est sur le même projet et le résultat, c'est que maintenant, on parle à l'ensemble du monde et je vais vous dire un petit détail. Peut-être l'UQAM le regarde timidement, le wiki, là, mais on intéresse beaucoup les autres universités puis le gouvernement. Ça, c'est... Et donc, ça, c'est pas banal en termes de... Parce qu'un jour, plus on affirme notre identité, plus on affirme qui on est. Alors, moi, je me dis, s'il y a une petite équipe avec des gens de l'audiovisuel, des gens des coms, vous savez qu'on a fait des petits vidéos, on a notre photographe ici qui va vous photographier, puis qui va mettre ça sur le wiki, puis ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des façons de s'exprimer. Et cette petite équipe-là, là, elle n'est pas grosse pareil, peut-être une dizaine de personnes au total. Alors, je vous laisse là-dessus. Imaginez-vous, si à 10, le tapage que ça fait, qu'est-ce qui arrive s'il y en a 44 000 qui partent? Et vous avez moyen de faire ça. Alors, voilà. Merci. Alors, si vous voulez intervenir, poser des questions ou faire des commentaires ou donner des informations, on procède par micro. Parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça, parce que c'est web diffusé. On n'est même pas amplifié. Là, il n'y a pas de son qui est ici, mais tout le son s'en va pour l'enregistrement. Alors, s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires ou des questions, le micro est à vous. Bonjour, Monsieur le Recteur. Bonjour. Frédéric Fournier, professeur au département didactique. Oui, je sais très bien, oui. Pour les autres aussi. Vous en avez parlé un peu au sujet des nouvelles technologies et mon intervention un peu dans le cadre d'un avis qu'on va vous laisser de professeurs-chercheurs en technologie médias numériques qui sont à la base de notre faculté, mais d'autres facultés se sont incluses, diront, à cette initiative. Et c'était un peu notre déception, justement, de ne pas voir l'éthique comme un élément clé aussi dans le plan stratégique. On sait que les technologies sont à la fois, c'est ça, objet, outil d'apprentissage, objet, outil de recherche. Elles sont transversales, je dirais, par définition, mais en étant transversales en général, comme on l'a vu dans les écoles secondaires, l'enseignement de l'informatique donc a été supprimé et chaque enseignant doit donner sa part, disons, dans le domaine. Et de ce fait, en fait, l'informatique est beaucoup moins présente qu'elle ne l'était auparavant. Et donc, on avait un peu cette crainte-là, en effet, de ne pas le voir dans le plan stratégique. Il faut dire aussi qu'on accuse beaucoup de retard. Tout ce qui est, par exemple, l'enseignement en ligne. Je regardais les dernières statistiques où il y avait 350 cours à la TELUC de données, 700 à Laval, 600 à l'UQTR et seulement 11 à l'UQAM. On sait que c'est des cours qui sont de différentes qualités. On peut pas facilement les comparer. Mais pour avoir un plan, il faudrait justement avoir un plan pour relancer un peu l'utilisation des nouvelles technologies.
Oui. Bien, première chose, vous avez tout ça écrit, là. Donc, Oui, on peut oui, oui. l'envoyer sur le wiki. Ça va Ça être sera un fait. premier moment où les gens vont être saisis. C'est une question fort importante, la place des technologies. Bon, là, il y a déjà ce que je vous disais tout à l'heure, un vice-rectorat à ça, là. Donc, effectivement, ça devrait faciliter les choses parce que c'est pas enfoui dans un autre. Avant, il était au vice-rectorat à l'administration et aux finances. Donc, ça allait avec les services financiers, les immeubles, puis toutes ces choses-là. Donc, c'était considéré plutôt comme des infrastructures. Puis, on a pensé les choses qu'en termes d'infrastructures pour répondre aux emails des étudiants et ainsi de suite. Bon, c'est bien plus que ça, là. Et vous avez mentionné la recherche, oui. Vous avez mentionné les plateformes d'apprentissage, bien sûr. Mais on peut aller plus loin que ça encore. Ah oui, Le j'en ai une liste. fonctionnement de l'université, le fonctionnement de l'université comme tel, l'internationalisation de l'université, là, ça va prendre. Et on peut aussi partager nos façons de faire, nos méthodes administratives, puis tout ça avec d'autres si on veut travailler avec des programmes conjoints, puis on veut continuer, et tout ça au service de l'académique. Là. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, mais là, c'est le temps. C'est le temps de le faire valoir de façon à ce qu'on puisse l'inscrire correctement. Parce qu'il y a des questions qui se posent, la qualité est importante, et faites attention aux MOOC. Parce que les MOOC, là, qui sont des produits cannés vendus par des universités à l'ensemble gratuitement, mais après, quand on s'y inscrit, on a toutes sortes de services payants à faire, là, qui sont vendus, on pense aux universités américaines en Nouvelle-Angleterre, où il y a 2 universités qui envahissent le territoire avec tout le MOOC, puis ça enlève la programmation aux autres. Il faut faire attention à ça. Moi, les MOOC, j'en ai parlé au Brésil, parce que j'étais responsable de l'organisation de la journée sur le numérique, et particulièrement le numérique à l'international. Et ce que je disais, on devrait avoir la même approche que l'approche générale d'internationalisation. Si on travaille, parce qu'il y a toute une question aussi d'assurer l'interaction nécessaire entre les gens qui s'impliquent dans des activités comme ça. Si on travaille à développer collaborativement des MOOC, de la même façon qu'on fait de l'open source, on va obtenir des produits qui sont d'une qualité, ce que j'appelle des produits, là, ce sont les choses qu'on va afficher, qu'on va présenter pour la formation, qui vont profiter de l'expertise de tout le monde, tout en maintenant un réseau qui est à la fois local, international, à distance et où les gens trouvent des personnes accessibles à un moment donné pour le faire. Et là, il y a toute une discussion à avoir sur comment on veut l'organiser, cet univers-là, pour que la formation à distance soit vraiment égale en termes de contribution au développement des personnes pour développer le savoir, que le sont les modes traditionnels et et il y a toute une question de recherche aussi sur quels sont quel est l'impact pédagogique de tel type de choses. Alors ça, il faut en parler de façon à ce qu'on puisse l'insérer comme préoccupation centrale dans le plan stratégique. Alors, je vous invite fortement, bien sûr, à contribuer. Un wiki, là, c'est justement un système d'information. Il est fait par le rectorat, celui-là, mais il est traditionnel dans la mesure où ces choses-là peuvent être traditionnelles à tous les wikis, et c'est l'endroit idéal pour faire ce genre de choses-là. Alors, merci, Merci bien. votre commentaire. Oui. Marthe Hurtaud, vice-doyenne aux études. Oui. Actuellement, je fais un travail avec la communauté pour regarder, envisager nos études au second cycle. La particularité de la faculté, si mes collègues ne sont pas d'accord, je suis un peu le porte-parole. La particularité au niveau de la faculté, c'est que notre premier cycle, qui est qualifiant, plusieurs de nos programmes sont de 4 ans. Ce qui fait qu'après ça, les étudiants s'en vont souvent sur le marché du travail et reviennent faire des études de second cycle, plus dans une approche de formation continue plutôt que de formation initiale. On en a qui passent directement d'un cycle à l'autre, mais il y en a beaucoup qui s'en vont en formation continue. Ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui envisagent la formation continue ne peuvent pas entrevoir une maîtrise des études de second cycle à temps partiel. C'est loin, c'est long. Il faudrait pour être capable de développer ça sur un continuum. Programme court, DES, maîtrise par cumul, etc. Vous connaissez actuellement, vous avez parlé de contraintes, vous connaissez actuellement la position du MELS par rapport au programme court et au DES, qui, pour nous autres, est un élément qui est important. Et on voudrait développer aussi des cours qui auraient des passerelles, des programmes gigones, etc., envisager du 1 crédit, 2 crédits, 3 crédits, formation créditée, non créditée, etc. Bon, bref. Mon gros problème à chaque matin quand je me lève, mon enjeu, c'est le recrutement.
et de retenir la rétention, le recrutement et la rétention. Ça a l'air très terre à terre, mais si on n'est pas capable de mettre en place tout ce dont je vous parle, c'est vraiment une question de bassin de population. Et je sais que c'est terre à terre, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que l'université peut faire à ce niveau-là. Et j'ajouterais à ce niveau-là... ça, je ne sais pas. On va faire notre part, là, mais on aimerait ça aussi que l'université s'intéresse au niveau du recrutement parce qu'on a une compétition qui est féroce par rapport aux autres universités. Et ce que je renchérirais sur ce que Frédéric veut dire, à distance. Dans 10 ans, je pense que si on n'a pas pu faire de la formation à distance, on va disparaître comme université. L'internationalisation, c'est beau, mais ça passe aussi par la distance. Pour faire nos programmes courts, les DES, etc., il faudrait envisager une formation hybride aussi pour aller chercher notre clientèle, là, finalement. J'ai l'air de parler, je sais que vous êtes une communauté, qu'on définit l'université comme une communauté. C'est correct. Tout le monde vous dirait ici que je définis l'université comme une communauté. Sauf qu'il faut aussi avoir des outils pour pouvoir avancer. Alors, j'aimerais vous entendre sur ça. OK. Là, il y a beaucoup de choses que vous avez dites. On peut le prendre par plusieurs endroits, cette question-là. Je vais essayer de me rappeler puis de le traiter. Il y a la question, vous parlez de recrutement, vous parlez de rétention. Il y a une question, ça s'appelle en général la réussite, là, qu'on la voit n'importe quoi. S'assurer qu'on a des façons de faire et qui assure la réussite. Puis assurer la réussite, ça va plus loin que simplement obtenir son diplôme, là. Bon. Et dans ce sens-là, la question de la structure des programmes, c'est pour ça que je vous disais, quand je parlais de la qualité de la formation, là, assurer la qualité de la formation au terme d'assurance qualité, pas d'assurance qualité de type norme ISO, là, de type que l'université est capable de produire elle-même de façon transparente les moyens de montrer qu'elle fait des choses de qualité. Bon, on peut penser à l'arrimage des programmes. Je pense que ça, c'est... Parce que si on veut satisfaire en même temps ce que vous dites et les dernières... ce que le Conseil supérieur de l'éducation a exprimé sur les besoins actuels de nos étudiantes et de nos étudiants en termes de flexibilité, ça fait appel à un mode, parce que le problème, là, ça ne marchera pas si on est toujours avec des structures fixes. 3 ans, à toutes les semaines, de tel jour à tel jour, avoir des cours à telle heure, puis ainsi de suite. Là, il n'y a rien, à ma connaissance, là, il n'y a rien dans les études sur le processus d'apprentissage. Puis en passant, je viens de psycho, puis je fais des théories de mémoire associative, puis j'ai traité de la question d'apprentissage, là, qui oblige qu'on ait des sessions de 15 semaines avec des cours de 3 heures, puis des choses comme ça. En général, ces affaires-là existent non pas pour les besoins de l'apprentissage, mais pour les besoins de la bureaucratie qui les gère. Bon, alors, c'est tout simplement... Et donc, on peut, à un moment donné, s'écarter de tout ça. Puis la question, il faut quand même traiter de la qualité de la formation, des acquis. Et donc, il faut penser à un modèle, je pense que le modèle Gigogne, là, qui, justement, est capable, selon les besoins exprimés par les étudiantes, des étudiants, de s'adapter. Et si on veut aller plus loin, bien, l'étape suivante, c'est effectivement la question de la distance, puis la question de l'hybride surtout, puis de la question du volume, puis oui, et ainsi de suite. Puis là, il faut faire attention quand on s'en va dans la distance. Parce que quand on s'en va dans la distance, pour des raisons économiques, c'est bien plus fun de faire ça au premier cycle que de faire ça au cycle supérieur. Mais pour des raisons d'apprentissage, un des problèmes avec la formation à distance, c'est l'isolement des personnes, souvent par rapport à une communauté qui ne semble pas trop dans le virtuel. Et donc, ça veut dire que je ne suis pas contre du tout qu'on fasse de la distance, mais il faut trouver des moyens d'assurer que ces choses-là sont... parce que ça fait partie de la qualité de la formation, ça aussi. Et c'est pour ça qu'on observe souvent comme d'un gros système basé uniquement sur la distance avec des produits cannés qui sont en même genre, on observe un taux de décrochage qui est énorme, puis ça, c'est un problème. C'est un problème au niveau de la réussite. Donc, moi, je pense que si on travaille à la fois sa structure de la programmation puis la flexibilité pour éliminer toutes les questions qui dépendent juste de la bureaucratie, mais de dire, regardez, le cheminement puis les apprentissages peuvent se faire de comme ça, comme ça, comme ça, on va pouvoir s'adapter à des gens qui, quand vous disiez formation continue, ce sont des gens qui ont choisi d'autres moyens. Ils veulent continuer à s'impliquer dans le milieu, ils veulent travailler, mais ils veulent aussi se former, puis ils veulent avoir la même qualité, puis ainsi de suite. Et travailler sa formation à distance de la même façon. Et ceci, pour l'internationalisation, je suis d'accord, mais le même problème se pose parce que le problème, c'est que là où c'est payant, c'est au premier cycle, puis c'est au deuxième cycle, au troisième cycle
informatique que les choses sont le plus efficaces parce que les gens ont déjà une connaissance suffisante. Quand les personnes ont une connaissance suffisante de l'environnement éducatif dans lequel ils fonctionnent mieux à distance que quand ils s'essayent puis ils sont nouveaux comme au début du premier cycle. Moi, je pense, je ne sais pas, là, vous me contredirez là-dessus, mais je pense qu'au tout début du premier cycle, ça prend à quelque part une sorte d'interaction rapide avec des experts, les profs, les chargés de cours et ainsi de suite pour permettre à stimuler ce qu'il faut pour que les gens s'embarquent. Puis une fois qu'ils sont embarqués, bien là, on peut y aller. C'est pour ça que je dis que l'hybride de ce sens-là là, est peut-être la meilleure façon parce qu'une fois que la chose est partie, la personne est capable de fonctionner dans un environnement. Et là, effectivement, on atteint bien plus de monde avec bien plus d'efficacité. Bon, en tout cas, mais ça, là, vous voyez, c'est large comme ça. Ça touche effectivement tout ça. Distance, structure de programme, les affaires DES versus certificat versus programme de bac versus programme de maîtrise, et ainsi de suite. On est tous dans cette problématique-là. Pardon? Le recrutement, oui, c'est ça, oui, merci. Mais là, et c'est pour ça, quand je suis venu tout à l'heure, j'ai dit là j'ai besoin de votre input, là, parce qu'il ne faudrait pas prendre des décisions qui seraient insensibles à vos préoccupations. C'est ça. Puis, donc, c'est le temps d'engager une discussion et un débat sur tout ce qu'on vient de parler là et de le faire. Et ça, c'est facile, là, juste à ouvrir là puis si les gens répondent, puis le blog part, on va avoir plein d'informations. Puis peut-être qu'on va avoir plein d'idées qu'à un moment donné, on va pouvoir mettre en œuvre, puis ça va correspondre exactement à ce qu'on voulait comme objectif. Oui. C'est un long détour, hein, pour... Jacinthe Giroux. Oui, je sais. Département d'éducation et formation spécialisée. Moi, j'ai été très heureuse et je me réjouis de vous entendre affirmer que l'université n'est pas un service public. Et je me réjouis également d'entendre que le développement des programmes ou la programmation ne doit pas reposer sur des arguments de compétition interuniversitaire. Moi, mon inquiétude actuellement, c'est que la faculté des sciences de l'éducation devienne une faculté de formation plus qu'une faculté des sciences de l'éducation. Et parce que ce que j'entends et ce que je vois depuis quelques années, c'est un développement de programme qui est avec des arguments beaucoup de compétitivité. Si on ne va pas à cet endroit-là, si on ne développe pas sur la Rive-Sud, si on ne développe pas sur la Rive-Nord, ce sera l'Université de Sherbrooke, ce sera l'Université de Montréal. Il me semble que c'est des arguments qui ne me convainquent pas du tout. Et je me préoccupe aussi d'assurer une formation de qualité universitaire de manière à avoir, mais pour ça, il faut avoir des ressources universitaires qui suivent. Et on est 6 millions, 7 millions, 8 millions, excusez-moi, là, on est plus que ça, plus que 6, mais il y a une limite, à un moment donné, à trouver des ressources qualifiées pour donner, par exemple, une formation de 2e et de 3e cycle. Alors, j'apprécie beaucoup ce que j'entends, mais je trouve que là, moi, personnellement, je sens comme une rupture, si vous voulez, avec les pratiques que je vois qui se développent actuellement. Voilà. Oui, mais un plan stratégique, c'est l'occasion de réfléchir aux pratiques et puis de les adapter. Je vous dirais quand même en passant, c'est sûr que je suis ravi que vous partagiez mon avis et que ça, c'est un monde idéal. Mais le problème de la collaboration, c'est qu'il faut convaincre les autres aussi de collaborer. C'est parce que c'est difficile de collaborer tout seul. Là. Mais c'est ce que j'essaye de faire avec tous les dossiers qu'on traite au niveau de l'interuniversitaire et ainsi de suite. Et je pense que la seule façon, c'est d'affirmer fort et haut ce que sont les valeurs universitaires et puis de se fier sur le fait. Et comme on le fait là, il y a des profs de d'autres universités qui écoutent ça là, puis qui disent, bien là, peut-être qu'on pourrait aussi chez nous. Puis à un moment donné, on peut penser que cette communauté-là, elle va devenir une communauté pas mal plus grande. Puis c'est comme ça que du moins dans le monde de l'open source, c'est comme ça que les choses se sont répandues et c'est là-dessus que je compte en termes stratégiques parce qu'il y a là, effectivement, à un moment donné, on dépend des ressources qu'on a. Puis là, bien évidemment, il y a toute la question qu'il va y avoir un chantier là, sur le financement des universités. Vous pouvez être sûr que ces valeurs-là dont je parle, si vous me dites c'est parfait, c'est sûr qu'on partage toute l'université, mais on va les défendre jusqu'au bout pour dire le financement des universités devra refléter ça. C'est pas ça qu'il fait actuellement. Qu'il y ait de la compétition, c'est pas étonnant. Le financement est fait comme
comme ça. Plus vous allez chercher d'étudiants à quelque part pour votre université, plus vous avez de financement. Puis le U15, l'autre affaire qui est en train de sortir, les 15 universités canadiennes qui se sont proclamées comme des grandes universités, auto-proclamées là, en passant, là, comme étant eux autres des universités d'excellence par rapport aux autres qui devraient avoir un mandat différent, en ce sens qu'eux autres s'occupent de l'accessibilité, puis de la formation au premier cycle, puis toutes ces choses-là. Bien, c'est pas une université, ça, là. Une université, ça fait de la recherche. D'ailleurs, c'est exactement quand vous dites « je veux qu'on ait une faculté de sciences de l'éducation », bien, vous venez de dire tout, là. Ça prend le style Humboldtien, recherche qui développe la formation, puis les carrières de profs qui se font là-dedans, puis la société qui progresse par la suite. Donc, et là, plus on va avoir de monde qui vont pousser, parce que les gouvernements, finalement, ils n'ont pas le choix. Là, et là, il y a une question au niveau de la formule de financement. Elle est déjà de nature à favoriser le pourquoi qu'on pense. Puis là, je me dis, bien, quand on pense autrement, pourquoi est-ce qu'on serait financé d'une façon qui est la façon contraire de comment on pense? Puis il y a peut-être, en quelque part, on a peut-être eu une responsabilité là-dedans. Parce que quand je pense à la compétition et collaboration, là, c'est vrai, je ne l'ai peut-être pas dit pendant que je présentais, mais je l'ai dit ailleurs. Je me dis, bon, quand je vois à l'international, c'est facile, là, les universités, les rankings, les 100 meilleurs du monde, puis toutes les choses comme ça. Mais quand je regarde, oui, mais ça ne s'applique pas juste là. Puis nous, en dedans, là, on fonctionne comment? On est-tu vraiment collaboratif partout dans l'université? On développe-tu nos programmes en pensant qu'on pourrait en associer d'autres puis que le résultat serait meilleur, ou si on développe nos programmes en disant on va se donner une petite clôture pour pouvoir demander des postes de prof après, puis en tout cas, peut-être qu'on se les pose, ces questions-là. Là, on n'est pas en assemblée générale, ni en commission des études, ni rien, fait qu'on peut parler librement. Il n'y a pas de proposition sur la table, mais je pense qu'il faut y réfléchir à ça aussi. Et à un moment donné, si on peut voir un consensus émerger, l'effet de groupe va primer, puis on va pousser. Puis moi, si je peux compter sur mon université pour pouvoir pousser ça sur les gouvernements, vous savez, dans ma première année, là, on les a travaillés fort, les gouvernements. Là. Puis il y a des choses qui n'étaient pas là avant. Vous savez, on a été partout. Là. Quand j'ai dit au début, les affaires gouvernementales, ça ne doit pas exister dans un vice-rectorat, c'est le rectorat que ça concerne directement. On s'est branché tout de suite auprès du cabinet de la première ministre puis du ministre en disant, écoutez, là, c'est pas l'UQ qui va parler à la place de l'UQAM parce qu'elle est particulière, puis c'est pas la CREPUC non plus qui va parler à la place de l'UQAM, c'est l'UQAM avec ses façons de faire, avec les instances qu'elle s'est données, qui est socialement responsable, qui va vous dire où on s'en va. Et je peux vous dire que maintenant, je ne pense pas me tromper en vous disant que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le Québec, on est consulté. Et les gens disent, ça prend le point de vue de l'UQAM, alors qu'avant, on était probablement ignoré, sinon méprisé. Alors, donc, il y a ça, là. Mais si notre communauté embarque dans un processus comme ça, ce n'est qu'une façon où on est de plus en plus sûr qu'on va en amener d'autres des autres universités, puis qu'on va pouvoir créer une action globale, peut-être québécoise, d'un réseau québécois qui va dire, nous autres, l'éducation, on la voit comme ça. Et c'est là-dessus que je compte. Oui. Ça va bien. Je suis étudiant en baccalauréat en enseignement au secondaire en éthique et culture religieuse. Je suis aussi représentant de l'association facultaire des étudiants en éducation. J'aurais quelques commentaires à formuler après vous avoir entendu. Vous êtes sans savoir qu'il y a une réflexion sur les finalités des cycles supérieurs qui se fait en même temps un peu que la consultation que vous avez pour le plan stratégique. Comment pensez-vous amarrer les deux réflexions? Car selon moi, sur ce que vous avez présenté comme certaines priorités pour vous, il y a des liens intrinsèques là, au niveau de la recherche, la création, au niveau de l'internationalisation. C'est quand même très proche. Donc, il ne va pas falloir oublier que ces deux réflexions qui doivent un peu s'imbriquer l'un dans l'autre pour pouvoir amener au plan stratégique, du moins que les deux se bonifient l'un et l'autre là, pour le plan stratégique. Vous avez parlé beaucoup aussi de positionnement par rapport à l'international. Je me pose la question, c'est intéressant d'avoir un positionnement qui est intéressant international, mais il faudrait peut-être premièrement essayer de regarder le positionnement qu'on a au sein de la communauté montréalaise et même au sein du Québec. Est-ce qu'il y a premièrement une réflexion, savoir où est notre positionnement dans notre communauté un peu plus rapproché avant de se pencher sur l'internationalisation serait intéressante. Je sais, je découle sur plusieurs points là, en même temps, vous pourrez
répondre par la suite. Vous avez parlé beaucoup de services à la collectivité au début, savoir comment que c'était intéressant, comment que on avait de nouveaux étudiants, de nouveaux parcours, des parcours un peu plus atypiques. Le Conseil supérieur d'éducation s'est penché là-dessus aussi en juin dernier, a déposé un mémoire sur le fait que de plus en plus, le parcours traditionnel n'existe plus et qu'on a tous différents parcours et que surtout en éducation, on se doit, tant qu'à moi, d'être les forts là-dedans, considérant qu'on enseigne aux futurs étudiants à faire une différenciation pédagogique. Et je pense qu'il serait préférable aussi, qu'il serait une réflexion de revoir, c'est comment que nous, on va différencier comment que la faculté, comment les professeurs à l'UQAM vont différencier leur enseignement à l'ensemble des étudiants considérant qu'ils ne sont plus traditionnels, secondaire, cégep, bac et travail, ou du moins cycle supérieur par la suite. Vous avez fait un peu... je trouve ça intéressant que vous vous promenez au sein des différentes facultés pour... discuter avec la communauté, interagir avec celle-ci avant de vous pencher sur le plan stratégique. J'ai par contre peut-être une petite crainte par rapport à ça, c'est qu'une fois que vous allez rédiger votre plan avec vos collègues, avec les têtes pensantes un peu de notre université, il ne va pas falloir mettre de côté une reconsultation par la suite. C'est intéressant de pouvoir c'est primordial à mon sens de pouvoir se prononcer au préalable sur qu'est-ce qu'on veut voir dans ce plan-là, mais il ne faut pas que par la suite, une fois que ça soit rédigé, que la communauté universitaire soit mise de côté pour pouvoir réagir au compte-rendu qui aurait été fait des réflexions. Et un petit dernier point que je vais vous laisser. C'est long, désolé. Je n'ai pas la note parce que je les aurais oubliés. Parfait, je suis désolé. Oui. Dernier point, vous parlez beaucoup de changements, de la différentes façons de voir l'université. Est-ce que, considérant les chantiers qui s'en viennent au niveau gouvernemental, autant sur la loi cadre, le Conseil national des universités, les méthodes de financement, c'est toutes des choses qui ont une implication directe sur notre université. Comment on peut voir le plan stratégique produit plus ou moins en même temps que les chantiers avant le dépôt des rapports? Comment pouvoir s'amarrer aux résultats de ceux-ci parce que ça va avoir un impact directement sur notre plan à nous, là, au sein de l'UQAM? Désolé, ça a été... non, c'est pas un problème du tout. Fait que là, on a un ordre de jour en 6 points. Alors, on va les prendre un par un, chacun des 6. On va essayer d'être rapide parce qu'il ne reste plus grand temps si d'autres gens veulent parler. La question de la réflexion sur la finalité des cycles supérieurs, c'est un projet qui a été lancé parce que ça fait même plusieurs mois et des années antérieures. C'est pas est-ce qu'on va arrimer les deux. Il y en a un qui va rentrer dans l'autre, puis c'est le projet des finalités des cycles supérieurs qui va rentrer dans le plan stratégique. Le plan stratégique, c'est la vision de l'université au complet. Alors, normalement, on va s'assurer qu'à un moment donné, c'est quand on va avoir avancé sur le plan stratégique, que les deux dossiers, qu'un l'un devient un élément probablement dans la boîte numéro 2, là, qui s'appelle l'assurer la qualité de la formation, bien, la réflexion sur les cycles supérieurs s'inscrit là-dedans. Et puis, il y aura moyen de la traiter, puis de discuter, puis ainsi de suite, de la façon comment le plan stratégique est là. Donc, ça, c'est la question concernant l'université ne peut pas travailler en deux directions totalement indépendantes. C'est pas possible, et c'est pas souhaitable non plus. Vous parliez de la question de l'international. Là-dessus, il n'y a pas de différence quand je parle des processus favorisés partenariat. Là, on peut penser à des partenariats ici, local, montréalais, québécois, mondial. On peut faire tout ça. Le mot « travail en partenariat et collaboration » s'applique de la même façon. Et la vision que j'ai présentée au niveau de l'international, c'est la vision la même qu'au niveau, pour ainsi dire, québécois. Et c'est ce que j'ai dit au Corim. J'ai dit, regardez, on fait ça depuis longtemps, là. On a développé des réseaux d'universités à l'intérieur du Québec, puis on peut penser qu'on développe aussi avec des partenaires du milieu et ainsi de suite, parce qu'une université, elle est toujours ancrée dans une communauté. Et quand j'ai dit, ce qu'on veut faire à l'international, c'est de rendre accessible le savoir international à notre communauté. On parle du Québec, si on parle de Montréal, on parle de où rayonne l'UQAM. Et ça, c'est essentiel. C'est dans ce sens-là que je dis que l'international est pas prioritaire, mais est primordial. Parce qu'aujourd'hui, notre société montréalaise ou québécoise ne peut pas évoluer sans tenir compte de la réalité internationale. C'est quand on dit on va aborder les problèmes en termes de développement international. C'est une façon, ça, d'agir localement
sur le progrès de notre société. Donc, c'est pas en contradiction du tout. C'est un élément de plus, c'est un outil de qualité de la formation et de la recherche par rapport à l'appropriation qu'on peut en faire. Puis ça va m'amener à l'autre, les services aux collectivités. Si vous regardez ce qu'on a dit à l'Assemblée nationale, vous savez que j'ai passé à l'Assemblée nationale sur la Commission de la culture et de l'éducation. Bon, c'est sur le wiki, la vidéo est là, toute la patente, vous pouvez aller voir ce qu'on a dit. J'ai insisté énormément là-dessus. Parce que ça, c'est un domaine où on a pris beaucoup de temps pour développer une expertise que personne ne possède à part nous, l'UQAM. Les services aux collectivités, là, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on pense. Quand les gens nous parlent de recrutement d'étudiants, on en a parlé tout à l'heure, moi, j'aimerais ça qu'on évalue un jour la contribution des services aux collectivités à ça. Parce que quand l'UQAM travaille avec comme université à s'implanter dans sa société et à permettre, vous savez, on a fait des ententes de partenariat avec des syndicats, on a fait avec des organismes publics, Relais Femmes, tout ça. Quand on s'implique dans le milieu, on crée un univers, on transporte l'université dans le milieu, puis là, il y a des gens qui disent « Wow! » C'est intéressant, l'université, puis je suis sûr que ça a un effet direct. Et c'est pour ça qu'on est toujours présenté comme une université d'excellence socialement responsable, dans le sens où on est une vraie université de recherche au même titre que n'importe quelle autre, mais on a toujours travaillé nos problématiques en partenariat avec notre milieu environnant. Bon, rajoutons à ça maintenant que notre milieu environnant, il a besoin d'un savoir international. Quand j'étais à Taïwan, où je disais au président de l'université de TNU, Taïwan National University, là, qui était bien malheureux parce qu'il venait de se rendre compte que son ranking avait baissé et puis qu'il passait en dessous du seuil de flottaison par rapport aux 100 meilleures universités du monde. Là. J'ai dit, écoutez, monsieur, ça, c'est pour c'est la philosophie australienne. Là. Est-ce que vous allez laisser tout ce que vous possédez, parce qu'n'oubliez pas que Taïwan a reçu, pour ainsi dire, le résultat d'une immigration massive d'intellectuels qui, à un moment donné, dans l'histoire de la Chine, étaient obligés de partir, là. Bon, et qui se sont retrouvés là et qui gardent le chinois traditionnel et ainsi de suite. Vous avez des savoirs qui puisent dans une culture millénaire, confucienne. Vous allez priver le monde de ces affaires-là, parce que nous, on pourrait en profiter en les mettant en contraste avec les choses qu'on fait du côté nord-américain. Et on pourrait créer des réseaux. D'ailleurs, je voulais créer un réseau avec cette université-là pour vendre des produits qui sont standardisés ailleurs et puis que vous allez éteindre tout ça pour juste arriver vous qualifier selon le ranking, et ainsi de suite. Mais non, c'est vrai qu'on ne peut pas faire ça, puis ainsi de suite. Bon, alors, l'idée d'un réseau, c'est ça. Mais dès qu'on dit ça, il peut être aussi petit, je vous avais parlé, mais il y en a même un tout petit, le réseau rectorat, là, avec l'audiovisuel, puis avec les services des coms, puis avec le vice-rectorat d'à côté, puis vie universitaire, qu'on essaye de pousser, puis on le fait en travaillant en collaboration. Mais quand on part avec ces modèles-là, on travaille local, on travaille montréalais, on travaille québécois, et c'est tout pareil. C'est juste une question de taille du réseau. Et il y a intérêt à ce que tout ça soit interconnecté de façon à ce que tout le monde ait accès à la même expertise partout où elle est. C'est juste ça que je veux dire. Et dans ce sens-là, renforcer l'international, c'est renforcer le local, de la même façon. On permet au local d'être plus performant parce qu'on a accès à plus d'éléments au niveau du développement du savoir. Pour ce qui est du CSE, bien là, je vais vous dire tout simplement, rapidement, oui, c'est ce à quoi je faisais référence, c'est le rapport du Conseil supérieur de l'éducation sur l'état actuel des populations étudiantes et des désirs et des besoins qu'elles ont. C'est exactement ce rapport-là auquel je faisais et beaucoup de monde ont l'air à s'en préoccuper. Donc, nous, on pourrait s'en préoccuper. Et là-dessus, je vous dirais, vous n'êtes pas seulement concernés par ça. Vous êtes les experts là-dedans. Là. Vous êtes une faculté de sciences de l'éducation. S'il y a du monde qui devrait être capable de répondre à ces questions-là, et c'est pour ça que votre participation à cet aspect-là est fort importante. Pour ce qui est de la question du futur du plan stratégique, là, vous avez dit, on participe, on met nos affaires, puis là, après ça, vous avez parlé d'une sorte de petite confrérie en quelque part qui prendrait ça, là, puis qui préparerait un plan, là, mais j'ai une grande surprise pour vous. Quand on fait du wiki, on fait du wiki. Ça veut dire que quand on va faire nos analyses, là, elles vont être publiques sur le wiki. Puis là, on va pouvoir répondre à ça. N'importe qui dans la communauté. Les gens vont pouvoir compléter ça en disant, vous avez peut-être analysé ça, mais regarde, je regarde l'analyse à côté, puis je peux la produire. Puis on va fonctionner exactement de la même façon qu'on fonctionne avec la première partie, c'est-à-dire de permettre aux gens de s'exprimer sur le processus
même par lequel on transforme ces idées-là en un réel plan stratégique. Et je l'ai dit, il va être là. Il va être là, puis on va pouvoir travailler là-dessus, puis je compte même le garder en permanence pour toutes sortes d'autres de problèmes. Donc, si on embarque dans cette philosophie-là, que c'est la communauté va participer pas juste à donner ses idées, puis après ça, on la tasse. Là. Le recteur à l'écoute, là, il n'arrêtera pas d'être à l'écoute le 6 janvier à 7 heures du matin. Et ça va continuer à accompagner le processus d'analyse, d'examen. Quand les instances vont dire des choses sur le plan stratégique, on va les mettre sur le wiki. Puis les gens vont pouvoir le voir puis commenter. Puis les instances pourront, oups, on pense ça de la chose qu'on a faite. Et donc, on vient de déclencher un petit processus assez inhabituel dans le cas. Et là, ça va juste dépendre de la participation du monde, cette chose-là. Plus les gens vont participer, plus ça va devenir essentiel qu'on travaille avec si on veut développer le plan stratégique. C'est ça, mais quand je dis je fais un pari, là, c'est ça que je fais. Si la communauté s'approprie le processus, ça va être correct. On va se l'approprier tout le long, puis en bout de ligne, quand le conseil d'administration va sanctionner le processus, il va sanctionner quelque chose qui est émergé de la communauté. C'est ça qui est mon but. Je ne vous garantis pas que ça va marcher, c'est la première fois qu'on essaye ça. Mais donc, je ne m'arrête pas à simplement... Je ne fais pas une collecte d'informations, là. Je demande aux gens d'embarquer dans le processus de planification, puis on va appuyer la communauté tout le temps, au fur et à mesure que le processus va se développer. Le dernier point, vous parliez des chantiers. Oui, c'est sûr, ça a été une de mes occupations. Le sommet sur l'enseignement supérieur, j'ai mis je ne sais pas combien d'heures là-dedans pour convaincre les gens. D'ailleurs, j'ai même passé Infoman. Ça, c'est moins drôle, par exemple, quand on est en tout cas. Non, mais on se fait médiatiser, puis c'est Infoman. Il a coupé ça au moment où j'avais l'Infoman. En tout cas, bon, c'est sûr, c'est ça que je cherche. Anyway, bon, ceci étant dit, on a travaillé sur tous les chantiers. Les chantiers qui nous préoccupent énormément, nous, c'est loi cadre, CNU, puis financement des universités. Puis là-dessus, on met le paquet, le rectorat, là, on travaille. Et tout ça est lié parce que la loi cadre, pour nous, c'est le centre même du... La loi cadre, c'est comme une sorte de charte sur ce que c'est qu'une université. Normalement, le conseil qui devrait satisfaire les besoins en termes d'évaluation de programme, puis en termes de documentation des données sur les universités, devrait s'inspirer de la loi cadre et le financement des universités devrait suivre ça. Et ça, on va le défendre jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai rencontré le ministre il y a 2 jours avec mon cabinet et on leur a dit exactement la même chose. Il faut que vous travailliez sur la loi cadre et le financement et l'autre chantier est dépendant de ça, et c'est là-dessus qu'on va essayer de pousser le plus fort, parce qu'il faut, à un moment donné, définir des valeurs universitaires et des orientations qui sont telles que le mode de financement doit le suivre. Si on commence par définir la formule de financement, puis l'organisme de contrôle, ou je ne sais pas trop quoi, là, ce qui va arriver, bien, on est bien mal parti si on n'a pas de loi cadre. Là. Alors, ça, c'est ce qu'on défend, et nous, on est prêts. Nous, on est prêts parce qu'on a une synthèse de la loi cadre qui nous permet de déboucher sur le financement, puis ça, on est moins prêts parce que ça va dépendre des formules exactes puis de ce qui va arriver. Mais en tout cas, on est préparé à ça, puis la même chose au niveau du CNU. Alors, donc, c'est ça. Et là, si on a un plan stratégique, c'est encore mieux. Si on a un plan stratégique, ça veut dire que ce n'est pas juste le recteur qui chiale puis qui dit que ça devrait être là. C'est la communauté qui veut ça pour l'université. Alors, on va en profiter de ça aussi. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Bon, il y a encore de la place pour une autre ou deux. Oui. Bonjour, Catherine Turcotte. Oui. Je vais vous parler d'une préoccupation qui est plus sur le plan de la recherche, au risque d'être très spécifique là, à notre faculté et très pratique là, sur le plan des participants qui font souvent partie de nos recherches. Bien, en éducation, souvent, nos participants, c'est des élèves et des enseignants qui sont disponibles du mois de septembre jusqu'au mois de mai, de 8 h à 16 h. Quand c'est pas une journée pédagogique, un exercice de feu, la visite du policier, quand c'est pas la sieste, l'après-midi en CPE. C'est au même moment où on donne nos cours, parfois en intensif. Donc, si je donne 2 cours intensifs de septembre à octobre, j'ai pas de temps pour aller faire mes pré-tests, mais j'y vais quand même parce que parce que j'ai développé la faculté de me dédoubler. Oui. Au CRSH et au FQRSC, c'est rendu difficile d'avoir soit un dégrèvement ou de libérer des participants parce que c'est difficile d'avoir des volontaires dans les écoles qui acceptent, par exemple, quand on observe en salle de classe. C'est aussi difficile de les avoir sur l'heure du dîner, après l'école, tout ça.
Donc, sur les heures où les enseignantes sont en classe, si on veut les libérer, c'est difficile d'avoir des ressources pour ça. Ça fait qu'on va se rabattre beaucoup sur les projets de recherche qui sont en fait des projets de formation continue du ministère du MELS. Et en fait, toutes ces contraintes-là font qu'on transforme nos projets de recherche. Puis, on a de la difficulté à être aussi peut-être novateur qu'on le désire. Donc, moi, c'est une préoccupation. Je pense que je peux en parler maintenant, même si c'est très spécifique là, aux sciences de l'éducation. Puisqu'on est une faculté des sciences de l'éducation, je crois que toutes ces contraintes-là ne sont pas nécessairement prises en compte par les organismes. En psycho, vous avez probablement accès à des gens le soir, la fin de semaine, l'été. C'est pas notre cas. OK, je comprends. Bon, mais premièrement, vous soulevez un problème personnel, mais qui a un fond qui n'est pas unique à votre personne. Là. Il existe ailleurs. Et là-dessus, rapidement, je vous répondrai dans la suite de ce que je disais. Quand le Conseil supérieur de l'éducation est venu pour présenter son rapport dont on parlait il y a quelques minutes, là, j'ai fait la remarque au président du Conseil supérieur, oui, parfait, vous avez identifié, et je dis ça parce que vous, les profs, vous êtes dans un monde d'éducation, donc vous êtes dans le même monde que nos étudiants sont quand ils veulent des choses à l'UQAM. Vous dites qu'il faut adapter et rendre les universités flexibles de façon à ce qu'elles puissent satisfaire ces divers parcours-là ou ces profils-là totalement différents. Mais avez-vous pensé à la recherche? Parce qu'une université, si on comprend bien ça, c'est un tandem enseignement-recherche qui est unique, on ne peut pas parler d'une composante plus importante que l'autre et ainsi de suite. Les deux doivent coexister et même se fusionner pour atteindre la mission de l'université. Et ça veut donc dire que si on doit s'adapter à ça, il faudrait que les processus de recherche ou que surtout les organismes qui financent la recherche, parce que ce dont vous parlez, c'est que vous n'avez pas accès aux subventions du CRSH à cause de contraintes d'exécution des travaux de recherche qui font que vous ne pouvez pas faire le développement de la recherche fondamentale. Alors, et vous avez parfaitement raison de dire ça, puis vous devriez être capable. Pardon, ça, en fait, on a accès, mais on va souvent vous êtes transformer défavorisé. Ben C'est oui. ça. Ah oui, c'est ça. Alors, à ce moment-là, c'est à l'organisme de financement de la recherche de s'adapter à ce genre de choses-là. Et ça se dit très bien dans un plan stratégique. Si nous, on veut faire ça, puis on reconnaît ça, parce qu'on a une partie de notre corps professoral qui fonctionne de cette façon-là, bien, on peut se donner des objectifs, d'agir auprès des organismes subventionnaires de façon à ce qu'ils répondent à ces besoins-là. C'est ça qu'il faut. Et quand je dis j'ai besoin de vous, il faut que vous me l'exprimiez pour qu'on puisse l'inclure dans le plan stratégique. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Là. On va mais ça dit juste qu'il faut le savoir. Là. C'est un besoin qui est très particulier, celui-là. Oui. Je trouve que c'est une intervention. Je suis Carole Raby, je suis vice-doyenne à la recherche, qui est très importante pour notre faculté. Puis je suis contente que. Oui, de votre vous faculté entendre. de sciences de l'éducation, pas Exactement. votre faculté de formation des maîtres. Absolument. C'est ça. Bon, ça, j'ai compris. Ouais. Je pense qu'au niveau de l'orientation stratégique, de consolider la recherche et la création à l'UQAM, c'est un des aspects pour nous à la Faculté des sciences de l'éducation qui est important. L'autre aspect, j'aimerais revenir sur deux choses que vous avez amenées, dont une autre orientation stratégique qui, pour moi, est très liée à consolider la recherche et la création. Je vois ces orientations stratégiques-là comme très interreliées. Et, Oui, je oui, dirais, ils sont tous interreliés. Là, une ouais. va influencer l'autre et aider les unes et les autres. Un des aspects que vous avez parlé, c'est la communauté, qu'on est une communauté. Je pense qu'à l'UQAM, c'est un des enjeux majeurs pour consolider la recherche et faire face à la forte concurrence en recherche. Ça va être de jouer sur de miser sur cet aspect de communauté-là. Communauté à l'intérieur de nos départements, de nos facultés, de l'UQAM, mais à l'extérieur aussi, interuniversitaire, international aussi. Alors, de créer, de mettre en place ces mécanismes, ces dispositifs qui vont faire que la communauté va fonctionner de façon maximale. Je pense, entre autres, une des choses qui revient souvent, c'est nos jeunes chercheurs, mais maintenant, de plus en plus, nos chercheurs seniors, nos chercheurs en mi-carrière, qui ont besoin d'être soutenus par leurs collègues, mais par l'institution aussi au niveau des demandes de subventions qui se font de plus en plus difficiles à obtenir. Mais aussi,
d'adapter l'organisation aux nouvelles réalités, qui est une des orientations stratégiques qui est amenée, qui est très intéressante. L'UQAM, c'est une énorme machine. C'est une énorme, j'aime pas tellement le mot de machine, mais une énorme... des instances qui prennent beaucoup de temps à bouger. On l'a dit, c'est pas la première fois qu'on le dit. On pourrait appeler ça une grosse bureaucratie. Oui. Voilà. Ben, j'emploierai pas ce mot-là, mais Non, disons qu'on se comprend ici sur l'importance pour faire face à la concurrence, pour faire face comme communauté à consolider la recherche, l'importance de simplifier les processus, mais aussi les structures décisionnelles qui font que on va être capable d'avancer rapidement. Tantôt, on a parlé de formation à distance. Pour moi, c'est un des enjeux aussi. Mais en recherche, il y en a aussi beaucoup d'autres qui demandent à l'UQAM de bouger, d'être capable de bouger, de prendre des décisions rapidement. Alors, je pense que ça, ces deux objectifs-là, je les vois très interreliés avec votre idée de l'UQAM, une vision de l'UQAM comme communauté. Mais merci. Vous avez écrit ça, non? Oui. C'est écrit, je le vois écrit, là. C'est pas long de l'envoyer sur le wiki. Non, mais il faut que ça soit mis de façon... pour être discuté par les gens. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est dans ce sens-là, justement, que la tournée est là. Est-ce qu'on peut sortir les affaires, qu'on puisse... Souvent, c'est parce que les gens comprennent... ont l'ignorance de quelque chose qu'ils ne sont pas capables de le formuler correctement dans le plan stratégique. Alors, si on est capable de l'écrire et de le mettre, on va en tenir compte au moment où on va... et la question de l'international m'amuse aussi parce que je pensais au développement du français et je pense parce que je vois les gens didactiques des langues en arrière. Quand j'étais à Taïwan, parce que je voulais développer un partenariat avec TNU, qui est une très grosse université, mais eux, ils ont l'infrastructure pour développer des hubs là, dans des réseaux internationaux, là, toute leur ingénierie, sont capables d'envahir le monde en l'espace de 15 secondes et de rendre disponibles des choses partout dans le monde. Et là, une chose qui m'est venue en tête, c'est nos profs de français. Et j'ai demandé au président, est-ce que je peux parler à vos profs de français? Puis il y a eu un souper avec 50 profs de français qui venaient de partout de Taïwan. Et là, je leur ai expliqué, écoutez, nous, là, notre université, on est une université francophone. On est capable de vous rendre disponible et de vous intégrer à l'intérieur de notre réseau. Vous, les profs de français, puis ce que je comprenais par là, c'est que les profs de français en Taïwan là, sont isolés quelque chose de rare. Là, parce que c'est en Chine. Bien, en fait, eux autres disent que non, mais en tout cas, bon, je sais faire ces détails-là, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, ils sont tout seuls dans un univers qui est soit chinois ou anglophone. Alors, quand ils ont appris qu'ils pourraient, dans l'exercice même de leur fonction, travailler avec des profs d'ici, soit en didactique des langues, soit en littérature, qu'il y aurait accès aux œuvres québécoises. Puis là, je pensais au ministre en disant l'identité québécoise, on est capable de l'amener loin, là. Qu'il y aurait accès aux œuvres de nos auteurs québécois, en même temps qu'aux thèses de nos étudiantes et de nos étudiants, puis qu'à la recherche de nos profs, voilà une communauté qui s'installe à très grande distance et qui permet d'amener du monde dans notre réseau. Puis pensez 2 minutes ce que ça veut dire, là, en termes d'intérêt que ça pourrait amener chez des étudiantes et des étudiants taïwanais qui pourraient décider de venir au Québec pour faire. Et dans un contexte de baisse démographique, il faut y penser beaucoup. Ça, c'est des exemples quand je pense au potentiel qu'offre l'internationalisation, à la fois au niveau du développement de la recherche, puis à la fois au niveau... Et si on peut faire ça avec Taïwan, là, bien, l'Inde, c'est à côté, la Chine, c'est à côté, le Brésil, c'est juste là. Puis avec un réseau Internet, on est capable d'atteindre tout le monde, puis d'être l'espèce de... Nous, eux autres sont le hub technologique pour diffuser les communications. Nous autres, le LICAM, on est le hub professoral pour mettre ensemble tout ce monde-là, puis en même temps rayonner, en même temps qu'on peut attirer des gens à venir travailler avec nous parce qu'ils trouvent ça intéressant ce qu'on fait. C'est comme ça que je vois le développement de la recherche puis de l'enseignement. Je sais que je suis rendu loin, là, mais c'est parce que ça m'a piqué au moment où vous avez parlé de mettre ensemble plusieurs affaires dans le plan stratégique. C'est ça que j'essaye de faire, là. Mais pour le reste, je suis entièrement d'accord avec vous, mais la question, c'est faut qu'on rende ça public, tout ça. Et les gens vont comprendre à un moment donné, peu importe où ils sont dans l'UQAM, que si ce besoin-là est là et il existe, il faut le satisfaire, puis il faut que le plan stratégique entre. Tandis que si on ne se parle pas, puis on est tous dans des endroits isolés, les gens vont jouer justement la game compétitive en disant, nous autres, il faut qu'on sauve ça dans le plan stratégique, puis ils vont oublier le reste. Mais s'il y a une communauté de pratiques qui s'installe, là, puis de discussion, c'est sûr que tout le monde va tenir compte de l'ensemble. On va avoir une affaire qui satisfait toute l'UQAM au complet. Bon, je crois qu'il est 2h05. Je vous répète...
mon immense satisfaction à vous rencontrer. Ça fait longtemps que je voulais que ça se fasse. Je vous ai dit au début de ma campagne électorale, je veux être un recteur de la communauté. Alors, c'est ça qu'on essaie de mettre en branle. Merci beaucoup et continuons ensemble sur le Wiki Rectorat. Voilà. Merci. Ouais.